Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thème passionnant. On va parler de l'hypnose et du Japon, de l'hypnose dans sa globalité et le Japon. On est avec le docteur Bruno Brechmier. Je ne connaissais pas à la base. On s'est rencontrés un peu par une synchronicité, on va dire. J'avais posté son livre sur un groupe Facebook et on m'a conseillé. Puis après, on est rentré en contact. Et puis je lui ai proposé tout simplement de venir aujourd'hui nous expliquer un peu son parcours et puis le rapport aussi au Japon. J'ai mis en l'occurrence mon t-shirt aujourd'hui pour un petit clin d'œil à la vague de Kanagawa du Japon. Et je vais vous laisser la parole, Bruno, pour si vous voulez bien vous présenter en quelques mots. Je vous laisse la parole. Merci Marc, merci pour votre invitation. Merci pour ce beau t-shirt là, effectivement, avec un petit signe du Japon. Cette image, elle est presque iconique, hein, la grande Ouais. vague de Kanagawa. Mon parcours en quelques mots, je suis médecin, moi je me suis formé à Paris en fac de médecine. Très vite, j'ai senti que la médecine classique, disons, ne répondait pas à toutes mes attentes, sans doute. Et j'ai eu la chance de tomber sur un bouquin, un bon hasard, qui m'a permis de tomber sur un bouquin de médecine chinoise, d'acupuncture, alors que je terminais mes études classiques. Donc, je me suis formé à la médecine chinoise. Et là, ça a pris un sens totalement différent, une dimension relationnelle, puisque on est dans le monde des énergies, de la relation de l'homme avec le macrocosme, les énergies qui circulent. Voilà, ça me parlait, ça donnait sens. Et donc, j'ai commencé à travailler dans l'Essonne, dans le département de l'Essonne, en tant que médecin acupuncteur. Et puis, j'étais dans une région où il y avait beaucoup de familles, médecins de famille, donc il y avait des enfants. Donc, les enfants, c'était difficile de leur mettre des aiguilles. Et donc, c'est comme ça que je me suis formé après à l'homéopathie. Et pendant très, très longtemps, j'ai pratiqué donc ces deux activités, acupuncture et homéopathie, avec grand bonheur. J'ai beaucoup aimé pratiquer ces médecines qu'on appelait alors parallèles, complémentaires, alternatives. On avait droit à tous les mots. Et, euh, et tout en étant médecin généraliste, pouvant bien sûr prescrire tous les examens, être en relation avec des spécialistes. Donc, j'ai beaucoup aimé cette pratique de médecine naturelle, mais avec les outils, bien sûr, de la médecine moderne. Et puis, il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années, j'avais envie de m'ouvrir à autre chose, qui soit pas du tout trop, comment dirais-je, qui ne ressemble pas à ce que je faisais avant, notamment l'homéopathie, où il y a beaucoup de connaissances à avoir, beaucoup de bouquins à avaler, on travaille beaucoup avec l'ordinateur pour chercher les remèdes, voilà. Je voulais quelque chose de différent, qui soit vraiment dans la relation avec le patient, parce que je crois que ce que j'ai le plus aimé depuis que je travaille, c'est ça, c'est la relation avec la personne qui est en face de soi. Et j'avais fait à un moment un stage d'hypnose, je pense que c'était Gaston Brosseau qui était venu, le Canadien, le Québécois, mais à l'époque, j'avais pas, il y a, je sais pas, 25 ans, j'avais pas donné suite. Et là, il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de me former à l'hypnose. Euh, alors étant médecin, j'ai tapé médecin, hypnose. Je suis arrivé à la Pitié-Salpêtrière, à la FEM, et j'ai eu la chance d'avoir, en plus de Jean-Marc Benayem et de tous les autres formateurs, François Roustan, qui était là dès le premier séminaire et pendant presque tous les séminaires. Et puis, je l'ai eu après dans d'autres formations, en intervision. Et donc, je me suis retrouvé, c'était très amusant, dans cette fac de médecine de la Salpêtrière, de la Pitié-Salpêtrière, où on parlait de méditation, bien sûr, beaucoup de la relation à l'autre. Et j'ai senti qu'il y avait une ouverture d'esprit, il y avait quelque chose que, en fait, je devais rechercher inconsciemment. Et ensuite, j'ai commencé à pratiquer très vite. Et là, c'était vraiment intéressant et amusant ce moment-là, où j'avais toujours mon activité, disons, médicale, chercher les remèdes, prescrire, le bureau, l'ordinateur, les bouquins, la tête, là. Et puis, j'insérais des séances d'hypnose de temps en temps dans ma journée. Et là, je faisais le tour de mon bureau, je m'asseyais dans un fauteuil en face de mon patient, l'un en face de l'autre. Et il y avait juste ça, il y avait juste la relation, deux personnes, plus d'ordinateur, plus de bouquins, plus rien d'autre que la relation, les mots, la présence,
Voilà. Et c'était intéressant parce que je pouvais vraiment me rendre compte que c'était vraiment, comme je disais, j'ai l'impression que c'était deux parties de mon cerveau, enfin deux cerveaux différents qui fonctionnaient. Et lorsque je faisais une séance d'hypnose, par exemple, un peu en fin d'après-midi, parfois on est un peu fatigué, voilà, une ou deux, eh bien, je sortais des séances d'hypnose, j'avais l'impression que mon cerveau s'était presque régénéré, je dirais. Il y a quelque chose qui était passé parce que j'ai senti que l'hypnose me correspondait. Je pense que c'est ça. J'ai même l'impression que c'est ça que j'avais peut-être attendu dans ma vie pendant longtemps. Et que enfin j'avais trouvé cette façon d'aider les personnes, de travailler avec leur inconscient, d'être avec, de m'embarquer vraiment avec quelqu'un et de pas non plus tout faire un peu à la place des personnes. Parce que finalement, quand on est médecin avec son ordinateur, son bureau, on fait le job, très bien, mais j'ai trouvé que c'était très bien d'être dans ce dispositif, cette hypnose où on travaille à deux, on s'embarque à deux, comme dit Roustan, c'est comme deux instrumentistes qui jouent chacun un instrument et on avance comme ça. Voilà, et c'est ainsi que l'hypnose m'a complètement séduite, je dirais. Et puis quelques années après, 4-5 ans après, je suis allé au Japon. Alors m'étais déjà rendu en Inde plusieurs fois, en Asie en général. J'ai toujours beaucoup aimé l'Asie. Donc je suis allé X fois en Inde, j'ai même emmené des amis. Et puis après, je suis allé beaucoup en Malaisie, Singapour. Et puis un jour, j'étais chez un ami qui a un grand planisphère, vous savez, avec tous les pays. Alors, on regardait, je dis, moi, je suis beaucoup allé en Inde, Malaisie, puis il me dit, ah, bah, le jour où tu iras au Japon. Puis il me montre, le Japon, c'est petit, hein, sur un planisphère. Il dit, ah, bah, le jour où tu iras au Japon, parce qu'il me connaît un peu et il va sentir. Et, et ben voilà, le jour où je suis allé au Japon, effectivement, donc quelques années après avoir découvert l'hypnose, c'était comme une sorte de complément à l'hypnose. Et de là, de cette rencontre des deux, que j'ai découvert à quelques années d'intervalle, ça a complètement transformé, bien sûr, ma pratique professionnelle, et ça m'a apporté personnellement énormément de choses. C'est un tournant, vraiment un tournant de l'existence que je ne cesse de cultiver. Bon, alors après, j'ai voulu en témoigner donc dans mon livre et dans les formations que je fais. Et voilà, donc d'associer, de tisser tous ces liens entre le monde asiatique, en particulier japonais, et la pratique de l'hypnose que j'aime tant. D'accord. Ah, c'est passionnant, hein. Passionnant votre chemin de vie. Là, je voulais revenir sur un point, Roustan. Je ne savais pas, hein. Alors, pour être en transparence avec les auditeurs, et je vous l'avais dit en message privé, je n'ai pas encore lu votre livre, parce que je suis actuellement à l'étranger, et c'est sur ma liste. Et comme je vous ai dit, j'allais le lire cet été quand je serai en Asie, parce que je trouve que c'est la bonne place pour le lire. Donc, je serai certainement de retour en Thaïlande, un pays que j'aime bien, ou peut-être au Vietnam, et je prendrai le temps de le savourer. Je pense que ça sera un joli clin d'œil. Du coup, certainement dans votre livre, vous en parlez de peut-être votre rencontre avec Roustan. Il était attaché aussi un peu à ces pratiques, en tout cas de l'Asie, etc. Oui, Est-ce que oui. vous voulez bien nous en parler un peu de cette rencontre? Est-ce qu'il y a... Donc, ce qui est assez toujours intéressant, c'est que moi, j'ai rien programmé dans la vie. J'ai pas dit, là, je ferai ça, là, je ferai ça, là, je ferai ça. Donc, je vous ai dit, je suis tombé sur un bouquin d'acupuncture, paf, ça m'a ouvert à la médecine chinoise, qui m'a ouvert à toutes les médecines dites parallèles à l'époque. Euh, je m'inscris dans cette formation à la Pitié. Je connaissais rien de l'hypnose, quasiment rien, ou quelques idées très générales. Et puis, ça m'a parlé. Et en plus, effectivement, il y avait Roustan, bon, que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et donc, ça a été des découvertes. Pareil pour le Japon. Quand je suis allé au Japon, j'avais rien. J'avais trois clichés que sur le Japon. J'avais même pas envie de lire des trucs à l'avance. Je me suis dit, je vais y aller, puis on verra bien. Je verra bien ce que je vais ressentir. Un peu comme l'expérience d'hypnose, finalement. C'est là où l'hypnose, je trouve, est extraordinaire, c'est qu'on est tellement, on sait très bien que ce qui est important, c'est l'expérience, c'est de vivre la chose. Et après, on peut en parler, mais alors, parler de l'hypnose sans l'avoir expérimenté soi-même, c'est, comme disent les praticiens du zen, c'est
parler du zen sans l'avoir pratiqué, la méditation, c'est comme se gratter le pied à travers la chaussure. Donc voilà, moi et donc plus j'ai avancé dans ma vie, plus j'ai senti que c'était important d'expérimenter, de ressentir, et puis après, ben, on suit pas les chemins qui nous parlent. Hein, voilà. Donc voilà, donc Roustan, alors Roustan, ben, je l'avais comme, je dirais, intervenant dans l'amphi à l'époque, puis après dans des plus petits groupes, dans ce qu'on appelait les intervisions. J'ai lu des livres de lui, et comme lui, il parle beaucoup, il est très proche de la pensée chinoise, c'est le plus asiatique des auteurs en hypnose. Hein. Il se réfère beaucoup au taoïsme, Lao Tzu, Chuang Tzu, il y a son ami philosophe Billetter qui lui a parlé de Chuang Tzu. Donc, on est très proche de cet esprit taoïste, donc on rejoint la théorie des médecines chinoises, on est très proche de ça, je trouve. Et entre le zen et le taoïsme, il y a beaucoup de ponts aussi, bien sûr. Donc moi, ce langage-là me parle. Il m'a parlé en tant que praticien de médecine chinoise, mais il me parle aussi pour l'hypnose. Alors après, sur les lectures, je me suis très nourri, beaucoup nourri de ces lectures, notamment sur ce qui nous apprend sur la posture du thérapeute. Parce que bon, quand on commence l'hypnose, on apprend des techniques, comment je vais faire, le savoir-faire, et bien sûr, on en a besoin. Mais ce que moi, Roustan m'a beaucoup apporté, c'est l'être, c'est savoir être, la posture, le silence. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à pratiquer, je m'apercevais qu'il y avait des moments, je ne savais pas quoi dire, le silence venait, une sorte d'impuissance aussi, mais qu'est-ce que je dois faire? Je n'étais pas à l'aise. Et lors d'une intervision, je lui ai posé cette question. Je l'ai mis dans le livre, ce passage-là, et il m'a répondu magnifiquement sur l'importance du silence dans l'hypnose. Et qu'il compare aussi avec la musique. Il dit que c'est la musique qui a besoin du silence et pas le silence qui a besoin de la musique. Et lui-même aimait beaucoup la musique. Voilà. Donc, toutes ces métaphores musicales, ça m'a parlé, ce qui fait que depuis, quand je conduis une séance d'hypnose, s'il y a un silence, petit silence, plus grand silence, je ne me sens plus impuissant, pour reprendre un terme qu'il avait utilisé, et je suis juste encore plus à l'écoute de ce qui va se passer. En fait, ça amplifie la présence. Voilà. Et tout ça, toute cette question de présence, de silence, de posture, le corps, etc., tout ça, Roustan m'a beaucoup, beaucoup appris dans ce domaine-là. Ah, c'est passionnant. Vous prêchez un convaincu sur le silence, hein, j'en parle souvent. Même la transe sèche, elle Voilà, est donc silencieuse, je vais me dire qu'elle est curative par elle-même. Hein. voilà. C'est ce qui est le plus difficile pour les hypnothérapeutes, les pratiquants d'hypnose, c'est le silence, parce que c'est se mettre en retrait tout en étant présent. Voilà. Écouter au-delà des oreilles, mais c'est le plus difficile. Surtout en Occident, Exactement. c'est plus difficile. Je le remarque, toutes les personnes que je côtoie dans le milieu de l'hypnose, ils me disent, mais comment rester pendant 10 minutes sans rien dire pendant que la personne est en transe, par exemple. Mais c'est là que Vous avez c'est... raison, c'est vraiment une histoire culturelle. Il le dit, Roustan, je crois que je l'ai mis aussi dans le livre, c'est que le silence en Occident et le silence en Orient n'est pas vécu de la même façon. Et il y a un livre de Durkheim qui s'appelle Japon, le pays du silence, que j'ai réussi à trouver, parce que c'est un livre épuisé, mais qui est magnifique. Il y a le bouquin aussi de Marc de Smet sur l'éloge du silence, un livre que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris quelques extraits pour mettre dans mon livre. Moi je pense que le silence, je suis heureux qu'on en parle, que le silence permet d'avoir cet approfondissement de l'hypnose, voilà, qui, Oui. moi, me parle bien. L'approfondissement, le silence est d'or, comme on aime dire, et l'approfondissement et aussi les changements se passent aussi dans cette forme de silence. Tout à fait. En tout Tout cas, à ça, pour certaines personnes, certains sujets, c'est très, fait. très intéressant. Oui, oui. Hum, Donc, si on reprend, donc c'est déjà que vous ayez rencontré, vous ayez eu en formateur Roustan, c'est pas anodin. C'est un grand monsieur, un personnage de l'hypnose française. Après, du coup,
la rencontre avec le Japon, ça se passe comment? Quel est, pour reprendre où vous en étiez? Alors, euh, quand j'ai écrit mon mémoire à la fin de la première année de formation, ce que j'ai fait après un DU à Salpêtrière pour la douleur, l'hypnose de la douleur, et la première année, donc j'avais fait la formation à la FEM, il faut écrire un mémoire. Donc j'écris mon mémoire et en fait, j'ai expliqué à quel point j'avais été décontenancé, euh, déboussolé par l'hypnose. Enfin, ça a ce côté un peu décoiffant, qu'à la fois j'aimais beaucoup, hein, je me sentais à l'aise, mais quand même, j'avais fait beaucoup de formations dans ma vie, et là, je sentais que c'était complètement différent. Non seulement parce que c'était très déroutant, déconcertant, et que ça aussi jouait sur ma personne. Et ça, je ne suis pas le seul, je pense que tous les praticiens de l'hypnose savent très bien que en même temps qu'on se forme pour aider les autres personnes, on se transforme soi-même. C'est très transformateur, la pratique de l'hypnose. Et on continue toute sa vie. Toute sa vie, il y avait Méglet, je ne sais pas si vous connaissez Dominique Méglet, Oui, qui est, bien sûr. voilà, Ah, euh, voilà, que j'ai eu une fois, ericksonien, extraordinaire, avec les métaphores imbriquées entre elles, etc. Moi, j'ai un souvenir, un séminaire avec lui dans le Sud incroyable. Et il disait, vous savez, on change tout le temps parce que les patients nous apprennent beaucoup de choses, nous-mêmes, on change. Et il disait, par exemple, il y a Méglet 2009, Méglet 2010, Méglet 2011, Méglet 2012. Et ça, je l'ai retenu comme idée. C'est vrai qu'on se transforme. Voilà. Et donc, j'avais été très décontenancé par l'hypnose, séduit et décontenancé. Puis en même temps, je voyais bien que ça m'apportait énormément de choses. Ça permet à l'inconscient, notre propre inconscient aussi, de s'exprimer. Voilà, on travaille avec nos propres inconscients. Et finalement, quand je suis arrivé au Japon, j'aurais pu mettre les mêmes mots. J'ai été décontenancé par ce pays, à la fois que j'ai aimé, mais que j'étais peu perdu parce que, bah, comme en hypnose, il faut mettre un peu le moi habituel ou disons le mental analytique habituel de côté. La meilleure façon enfin, de savourer le Japon, c'est justement de ne pas être dans ce cortical qui analyse tout, etc. C'est d'être dans l'expérience, sentir les lieux, sentir l'atmosphère partout, les jardins, les villes aussi, enfin tous les lieux. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de voyager comme ça, c'est pas de lire trop à l'avance, pas trop de théories, de choses comme ça. Maintenant, c'est évidemment ce que je fais toujours. Je vais dans, je sais pas, un temple ou quelque part, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et selon ce que je ressens, après je vais voir, ah bah oui, là, c'est dédié à telle divinité ou à, voilà, un peu de cognitif, disons, par-dessus. Mais je sépare vraiment maintenant complètement les perceptions, le ressenti, les ressentis avec le cognitif. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut le mieux découvrir le Japon. C'est sans doute pas le seul pays comme ça, mais là, je parle du pays que je connais le mieux, puisque j'ai eu la chance d'y aller de nombreuses fois. Et à chaque fois, et plus ça va, même plus je peux même pas faire autrement maintenant. C'est je vais quelque part, je vois ce que je ressens. Voilà. Voir si ça me parle. Et après, on a les connaissances qu'on peut toujours trouver très facilement, surtout à notre époque. Mais ne pas mettre les tonnes de connaissances avant la découverte sur le terrain, réellement, de ces lieux, notamment quand ce sont des lieux spirituels, des lieux sacrés. Et Dieu sait si au Japon, le sacré est omniprésent. Et c'est une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup surpris, c'est que les Japonais ont un lien avec l'invisible incroyable, incroyable. À chaque coin de rue, vous avez un petit temple, le Shinto, notamment la religion de base du Japon. Ils sont à la fois Shinto et bouddhistes. Il y a les deux. Donc vous avez les sanctuaires Shinto, qu'on appelle les jinja, et vous avez les temples bouddhistes, zen ou d'autres branches du bouddhisme. Et donc tous les Japonais vont souvent en famille, au sanctuaire Jinja de leur quartier ou de leur ville, de leur village. Et ils vivent avec ce qu'on appelle les kami, c'est-à-dire les dieux, les arbres, les rochers. Ce sont des dieux, ce sont des lieux où résident des dieux. Et, et ils vivent avec ça, avec cette présence de l'invisible qu'on ne s'attend pas forcément à découvrir quand on parle du Japon, parce que c'est à la fois un pays extrêmement moderne, mais en fait, dans les pratiques quotidiennes, on se rend compte de ce lien à la nature et à l'invisible Mhm. extrêmement important.
Alors, comme en hypnose, on travaille beaucoup avec aussi l'invisible et le profond. Mm. Je pense que c'est ça pour lequel, cette raison peut-être pour laquelle le Japon me parle autant. Ils ont un rapport aussi à la mort aussi, hein, Oui, très 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 particulier, très beau. On pourrait l'identifier un peu avec le Mexique aussi, hein, sur le rapport à la mort, aux défunts. Ils oui. vivent aussi, hein, d'après ce que j'ai compris, en tout cas les Japonais ils vivent beaucoup avec les morts. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas... Ben, les c'est- deux moments, les deux moments, parce qu'on dit qu'ils n'ont pas beaucoup de vacances. C'est vrai qu'ils ont moins de vacances que nous, mais ils en ont quand même un petit peu. Et ils ont ce qu'on appelle la Golden Week qui vient juste de se terminer là, début mai. Enfin, c'était, oui, c'est ça, c'était récemment, c'est généralement début mai. Il y a 3-4 jours fériés qui parfois sont regroupés. Ça fait au maximum 10 jours, enfin 8-10 jours. Et les Japonais voyagent beaucoup pendant cette Golden Week. Et l'autre moment, c'est autour du 15 août, la fête de Obon, la fête des morts. Et alors là, on va dans les cimetières en famille. Les familles viennent de tous les coins du pays. On mange sur place, on met des fleurs, voilà, on se réunit parce que au moment de Obon, dans la tradition japonaise, on dit que ceux qui sont partis, sont morts, viennent rendre visite aux vivants. Ça dure 2-3 jours, puis après ils repartent. Voilà. Donc tous les ans, il y a un contact avec eux et qui est aussi classique pour les Japonais que nous, quand on rencontre des amis ou qu'on n'a pas vu depuis un moment, Oui. etc. C'est ça, c'est complètement dans leur coutume. Oui, ça rejoint ce qui se passe un peu au Mexique au mois de novembre, quand ils font la fête dans les cimetières, D'accord. etc. Et Ah ouais. on a cette image aussi du Japon qu'on a déjà vu plusieurs fois. C'est, je crois, que pendant la fête des morts, qu'ils allument ces lumières qui montent. Ça fait des centaines et des centaines de lumières qui montent Ouais, dans le ciel. ouais. Et il y a un beau film aussi qui s'appelle, je crois, De l'autre côté du fleuve, où Ah ouais. je sais plus, enfin, c'est un contact aussi comme ça avec une famille japonaise qui reste en contact avec les défunts et c'est, Oui. c'est culturel, hein. Chez eux, il y a j'ai oublié le nom japonais, il y a des petits hôtels comme ça, personnels, en bois, comme ça, dans lesquels il y a des petites plaquettes verticales qui représentent leurs ancêtres. Et là aussi, ils mettent les petites bougies, des fleurs de temps en temps. Donc, il y a une présence des disparus, disons, qui sont passés ailleurs, euh, très naturelle, parce qu'on est dans un pays bouddhiste, hein, donc, Oui. Ce qu'on retrouve beaucoup en Asie du Sud. oui, oui, c'est toute l'Asie, hein, le bouddhisme. Hum, À quel moment, quand vous êtes au Japon, il y a un élément déclencheur par rapport à l'hypnose? À quel Ah, moment vous faites le pont ah entre oui. les deux et là, il y a Alors, ça c'est une bonne question. En fait, comme je vous disais, j'étais décontenancé, alors notamment, quand vous arrivez dans un pays comme ça, comme le Japon, vous n'avez pas les codes. Vous n'avez pas les codes, je connaissais personne, pas une seule personne, j'y suis allé seul. Et vraiment, j'étais dans une immersion comme ça. Et alors, ce qui, les lieux les plus favorable peut-être pour rentrer en contact avec le Japon profond, c'est les lieux d'art, donc les musées, mais aussi beaucoup les temples, les jardins. Et là, et je pense que j'étais en transe. Il y a des moments, j'étais en transe, enfin, en auto-hypnose. Et notamment, je me souviens d'une visite une fois au grand musée qui est à Tokyo. Il y a un grand jardin qui s'appelle Ueno, un grand parc avec un grand musée, un peu l'équivalent du Louvre, si on peut dire. Et il y avait des choses extraordinaires, des kimonos, ça. Et il y avait toute une salle de calligraphie zen, des paravents, des panneaux, vous savez, verticaux. Et là, j'ai ressenti des choses comme des présences, vraiment comme si on me parlait, enfin vraiment une présence très forte. Et là, j'étais vraiment en transe. Je me souviens être descendu les escaliers, il y avait un petit restaurant, j'y suis allé, le jardin. J'avais l'impression que je glissais, quoi, que je touchais même plus, je marchais même plus. Après, j'ai marché dans les rues de Tokyo dans cet état-là. Et c'est ces contacts-là, c'est ces sensations de transe au Japon que j'avais pas forcément ressenti d'ailleurs dans d'autres voyages, dans d'autres pays asiatiques, qui m'ont fait dire, là, il y a quelque chose qui me touche plus intimement, plus profondément.
Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'y retourner après et de creuser la question, c'est d'être surpris par cette facilitation de rentrer en transe dans certains lieux japonais. Il y a eu un pont qui s'est fait, une connexion. Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est ça, bon, on n'explique pas, et tant mieux, parce qu'il ne faut pas tout expliquer dans la vie non plus. Il y a une part de mystère. Et même si maintenant j'ai beaucoup creusé, en fait, j'ai beau avoir beaucoup creusé, bon, j'ai écrit ce livre et je continue mes recherches, je continue à creuser, toujours pour établir des liens entre le monde de l'hypnose et le monde japonais qui a beaucoup à nous dire encore. Mais il y a toujours cette part de mystère. En fait, le mystère, c'est un peu comme l'horizon, quoi. Ça, Hmm. on marche vers, mais heureusement, là, il reste toujours cette part de mystère, euh, d'autant plus que dans l'art japonais et dans le monde japonais, ce qui est caché, pour eux, a presque plus de valeur que ce qui est montré. Euh, Hmm. Il y a, il y a des très bons livres là-dessus de référence sur l'importance de, euh, du silence, on a parlé, de l'ombre, voilà, et de ne révéler que progressivement les choses. Et ça se fait aussi dans les échanges qu'on a avec eux, où tout n'est pas comme ça immédiatement donné. Le Japon, c'est un pays qu'on arrive à connaître vraiment assez progressivement. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et voilà, donc c'est comme ça. Il faut juste accepter que Oui, c'est comme ça. c'est souvent aux antipodes, si je prends ne serait-ce que la Thaïlande, le Vietnam, c'est quand même aussi aux antipodes de chez nous. Il faut prendre le temps de les découvrir. Par exemple, en Thaïlande, même le fait de parler, pour certains qui parlent thaïlandais, euh, parfois c'est même un peu mal perçu. Parce ils vont en découvrir, entre guillemets, certains secrets Ah oui, aussi. ah oui, Et ah oui. ça met du temps. Ça met du temps, l'intégration. Et finalement, bien sûr, ils ne seront jamais thaïlandais, ils resteront Bien sûr, toujours bien sûr. occidentaux. Mais oui, ça fait partie aussi d'une part Ouais. de mystère, de magie. Et, ouais, alors, juste pour peut-être reprendre votre question qui est vraiment pertinente, à quel moment je me suis rendu compte que le Japon et l'hypnose avaient un lien? Mm. Bon, il y a l'histoire de la transe, puis il y a beaucoup après le langage, parce qu'après, je me suis mis à apprendre le japonais, je pratique la calligraphie, je pratique la méditation zazen, et toutes ces pratiques-là, c'est pour ça que je l'ai écrit maintes fois, l'important pour rentrer davantage en connexion comme ça avec le Japon, c'est de pratiquer. Pratiquer Mm. des arts martiaux, pratiquer des arts traditionnels, voilà. Et l'apprentissage de la langue m'a vraiment permis de rentrer dans le monde japonais, jusqu'au moment où je me suis aperçu que la façon de parler japonaise est très proche de la façon d'utiliser le langage en hypnose. C'est pour ça que j'ai fait tout un chapitre là-dessus. Et que l'écriture japonaise, qu'on appelle les kanji, là, ces caractères, jouent un rôle très important dans mon livre pour établir ces ponts entre l'hypnose et le Japon. Ce sont, parce que ces caractères, ils parlent autant à notre esprit conscient que notre esprit inconscient. Hein. Ce sont des dessins, ce sont des images, ce sont des symboles qui ont plusieurs significations, plusieurs prononciations souvent. Donc, c'est vraiment une possibilité de voyager comme ça du monde de l'hypnose vers le monde japonais. Et donc, voilà, la langue japonaise, écrite et parlée, la grammaire, la façon qu'on a d'utiliser le verbe, le sujet, les compléments, enfin tout ça, j'explique. C'est vraiment comme on le fait en hypnose, avec beaucoup d'indirects. Ce sont des langues très contextuelles, très par touches successives comme ça, presque impressionnistes, je dirais. C'est pas je, pas, papa, je, verbe, complément, ça c'est pas ça. C'est plutôt on parle du lieu, de l'époque, voilà, on met le verbe à la fin de la phrase. Donc c'est une approche très. Et puis quand on parle avec des Japonais, c'est très. Ils ont une expression, c'est lire l'air, lire l'air. Koku oyome, koku oyome, c'est-à-dire lire l'air. C'est-à-dire que quand vous parlez avec quelqu'un, vous lisez l'air, c'est-à-dire vous lisez ce qu'il y a dans l'air entre les deux entre les deux personnes qui parlent. On est dans cette notion très fluide comme ça. On n'impose pas quelque chose, on est vraiment dans l'interaction, on adapte son discours à l'interlocuteur, exactement comme on le fait nous en hypnose. Voilà. Et Mm. ça a été
ça a été une découverte que je ne m'attendais pas à trouver, mais voilà, c'était un des éléments constitutifs de ces liens que j'ai trouvés entre l'hypnose et le Japon. Et des formes de connexion, de synchronisation, finalement. Exactement, c'est ça. Avec le verbal et le non-verbal, beaucoup. Et c'est fou le rapport aussi qu'ils peuvent avoir en Asie au corps, Oui. à certaines distances aussi. Enfin, il y a plein de codes aussi, hein. Et on ressentit ce qu'ils appelle le KI. Le KI, c'est la façon que vous avez de sentir votre environnement. Par exemple, vous marchez dans la rue, mais vous avez en même temps, vous sentez s'il y a quelqu'un derrière vous, sur les côtés, etc. Mhm. Et ce qui est incroyable quand vous êtes dans des grandes villes, le fameux grand carrefour à Tokyo, là où il y a 1000 personnes qui se croisent à chaque fois, là qu'on voit tout le temps dans les films, à Shibuya, ben vous avez 1000 personnes qui se croisent comme ça, mais personne ne vous heurte, personne ne vous touche. C'est très fluide comme ça. C'est magique. J'ai vécu ça aussi une fois pendant la Golden Week, justement, il y avait beaucoup de monde dans la gare de Kyoto, avec les valises, etc. Et vous traversez des lieux comme ça, plein de gens, mais personne ne se heurte, personne ne se colle. Mhm. Parce qu'ils ont une espèce de respect de l'autre qui est très important et de perception comme ça de l'environnement. Le ressenti est extrêmement développé là-bas, extrêmement développé. Ah, c'est passionnant ouais, le rapport à l'environnement. Là, pendant que vous étiez en train d'expliquer, je pensais à Bangkok. Là. C'est un bazar organisé, mais c'est Ouais, ouais, tellement tout le monde est à sa place en quelque sorte. Si je prends le métro, c'est une organisation ouais, parfaite. Il y a un respect énorme. Chacun monte à son rythme. C'est d'accord. très propre. C'est la priorité aux moines, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées. Et la plupart jouent le jeu, sauf les touristes et encore. Mais sinon, Alors, on c'est, a dans ces cas-là le choc culturel quand on rentre en France. Ah, on est tous ah là. oui, oui, ouais, ah oui, totalement. Ça me faisait penser, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, les derniers chamans du Japon. Oui, Ouais. de Ah ben Muriel Jolivet. ouais, je vais l'afficher là. Alors c'est Ah oui. un très beau livre. Et je la cite d'ailleurs, je la cite parce que D'accord. je parle au tout début, premier chapitre, Voilà, il est là. ah, voilà, très, très bon bouquin, excellent bouquin. Et je la cite parce que dans ce livre, j'ai souhaité aussi donner quelques repères historiques, parce que le Japon a une histoire passionnante depuis 2600 ans, c'est le même empire. Voilà. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire, mais je vais vous donner quelques petits repères. Et je commence par l'époque qu'on appelle Jomon, la première époque historique du Japon. C'est en gros moins 14 000 avant Jésus-Christ à plus 300. Voilà, donc c'est plus de 10 000. Ça s'allonge d'ailleurs, on disait 10 000, maintenant on est plutôt à 14 000. Et à l'époque où les Ainu, qui sont des populations maintenant qui se trouvent surtout dans le nord du Japon, Hokkaido, étaient plus largement, comment dirais-je, présentes sur l'archipel. Et il y a toujours une culture Ainu, voilà. Et Muriel Jolivet, elle en parle, et c'est intéressant parce que il reste assez peu de chamans, mais il en reste quand même des femmes, toujours des femmes, surtout dans le nord, donc l'île Hokkaido, ou tout à fait au sud, Okinawa, qui a un climat tropical, parce que le Japon, c'est extrêmement étendu comme ça. Et c'est finalement deux extrémités que l'on trouve encore des femmes chamanes. Et donc Muriel Jolivet fait un remarquable travail à ce sujet. Ce livre est passionnant. La plupart de ces femmes, ils sont aveugles pour la plupart de naissance. Ils ont développé aussi des sens comme ça. Et justement, dans ce livre, pendant un moment, si je me souviens bien, elle parle des hypnothérapeutes. Elle dit Oui, qu'ils sont un peu perçus comme, on les appelle un peu les médiums là-bas oui, finalement. oui. Euh, vous voulez peut-être en dire un peu plus si... Ça c'est un grand sujet parce que là, je suis en train de travailler maintenant pour établir des contacts avec des hypnothérapeutes, des personnes qui pratiquent l'hypnose au Japon. Et effectivement, j'en parlais encore avec un ami japonais qui est de passage à Paris, et anthropologue. En fait, à la base, je dirais, hein, dans les grandes généralités, quand vous parlez d'hypnose au Japon,
c'est essentiellement vu comme un espèce de truc comme ça, un peu magique. Il ne relie pas forcément au niveau thérapeutique, une dimension thérapeutique. Bon. Mais évidemment, les choses changent et il y a des instituts qui se sont aussi affiliés, disons, à des structures internationales qui font des congrès. J'ai eu accès, mais tout à fait récemment, ça date il y a quelques jours, à des sources d'information, une source d'information sur un médecin qui est mort il y a une dizaine d'années, qui habitait à Fukuoka, donc dans l'île de Kyushu, et qui a joué un rôle très important après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Les années aussi Erickson, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu connaissance des travaux d'Erickson dans les années 60, 70, et qui a développé les bases de l'hypnose ericksonienne au Japon. Et donc, il y a un journal, il y a des journaux. Alors, certains sont que en japonais, donc c'est pas facile. D'autres sont aussi en anglais. Et un de mes objectifs actuellement, et ça sera un des objectifs de mon prochain voyage au Japon, c'est d'aller rencontrer directement des personnes qui pratiquent l'hypnose, parce que rien ne vaut les échanges directs. Et là, je suis vraiment sur le point de le faire. On est en train de regarder avec cet ami anthropologue quelles sont les meilleures structures à contacter. Et c'est vraiment très intéressant parce que, bon, il y a des bases, il y aura Erickson, il y aura peut-être d'autres grands noms de l'hypnose qui seront présents aussi. Mais bien sûr, ils pratiquent l'hypnose en tant que japonais. Donc, Oui. c'est un pays où la méditation est très importante, le taoïsme est très important, la médecine chinoise est très présente au Japon. Donc, je pense que la pratique d'hypnose au Japon, forcément, elle est colorée par la culture japonaise. Et ça m'intéresse vraiment de travailler en interculturel comme ça, de prolonger ce travail que j'ai fait avec ce livre, avec peut-être cette dimension encore plus interculturelle, avec des personnes qui pratiquent actuellement des cas cliniques, etc. Enfin, ça peut aller jusque-là selon les contacts que je vais pouvoir réussir à avoir. Ça m'a l'air vraiment passionnant, ça promet hâte de lire toutes ces recherches. Est-ce que justement sur l'histoire de l'hypnose au Japon, vous avez fait des recherches? Est-ce que je suppose que vous connaissez aussi Brice Lemaire, il a fait Oui, son livre sur l'histoire de l'hypnose. Il parle un peu de l'Asie. Bon, oui, ça, je pense que ça demande beaucoup oui, plus de recherches. oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Est-ce que Quelques mots parce que c'est vraiment mon travail actuellement. Et donc, il s'appelle Garouzé, Gakousé, son nom. Ça, c'est vraiment, ça m'a été donné là, il y a quelques jours. Euh, donc, je vais creuser parce que cet homme-là, il a écrit énormément de choses et c'est disponible en anglais. Donc, disons, ça va faciliter les choses. Euh, Si on compare avec la France, je pense que c'est moins développé. Clairement, c'est moins développé. Euh, et c'est en train de bouger. Le Japon bouge beaucoup. Et ce que j'ai appris récemment, c'est que tout le courant rogerien, Carl Rogers, est extrêmement important au Japon. Donc, Carl Rogers, on est, je pense, aussi une sorte de familiarité avec l'hypnose, dans la façon d'écouter les patients, d'être en présence, d'être toujours dans cette démarche d'accueil positif, etc. Donc, Carl Rogers, c'est un grand nom de la psychologie. Euh, mais voilà, c'est encore à explorer, c'est encore à explorer. Il y a donc, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, les années Erickson, États-Unis, Europe, ça a commencé en ce moment-là, et ça continue à se développer. Il y a des instituts de formation. Euh, Par contre, il y a peu de praticiens encore. Il y a peu de praticiens. J'ai eu contact avec une Française qui avait travaillé comme psychologue à Tokyo il y a quelques années et qui me disait que l'hypnose, même à Tokyo, n'est pas encore très développée. Mais ça va bouger. C'est presque en train de démarrer, enfin de démarrer ou de se développer davantage. C'est pour ça que c'est intéressant. d'éclore? Il y a sans doute quelques noms comme ça un peu historiques, dont ce monsieur, là, Poussé. Et puis, ben voilà, il a dû former des gens. Et je vais aller sur leurs traces dans les prochains mois.
Ça, ça va être passionnant. Oui, parce que je pensais aussi en lien aussi avec le mesmérisme, etc. Il y a dû avoir pendant ces périodes des recherches sur les trans surtout, alors pas forcément sur l'hypnose en elle-même. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches surtout Thaïlande, Vietnam, Cambodge, etc. J'ai réussi à avoir quelques écrits, etc. Japon un peu moins, ça c'est un peu plus compliqué. Le Japon, ce que j'ai vu à notre époque, c'est finalement c'est tout à l'inverse de la thérapie, c'est plutôt les spectacles, etc. Où qu'il y a même des émissions sur la télé, je sais pas comment que ça se passe exactement, mais c'est avec des hypnotiseurs de spectacle, Oui, tout à la japonaise qui vont faire des choses qui ce serait pas possible en Europe, pas du tout, et ils vont le faire là-bas. Donc, ouais, qui est complètement à des années-lumière de notre culture, oui. ouais, ouais. Mais Ouais, plus dans un côté ludique. ouais, Ce que j'en ai vu. Mais alors, du coup, enfin, je suis parti de l'histoire du mesmérisme et je suis revenu à notre époque. Je vous laisse. ouais. Mais c'est vrai que là, on voit l'imprégnation culturelle très, très différente. Forcément, on est dans Ouais. deux mondes très différents. Et en même temps, on peut se parler facilement parce que, en fait, au Japon, c'est toujours pareil, hein. À partir du moment où vous avez un contact, et j'ai la chance d'avoir ces premiers contacts-là, hop, ça vous ouvre d'autres contacts, y compris à des niveaux universitaires intéressants. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est au début, ça prend du temps, tout prend du temps, n'est-ce pas? Mais là, j'en arrive à un moment où je vais pouvoir vraiment rentrer plus directement en contact avec des formateurs en hypnose, hein. Comment forme-t-on les gens en hypnose au Japon? Ça, c'est vraiment intéressant, hein. Est-ce que je vais sentir que c'est très proche de nos formations ici ou est-ce qu'il y aura beaucoup de différences? Ça, je vous le dirai la Mhm. prochaine fois. Ouais, ça va être passionnant. Et le rapport, alors au-delà de l'hypnose, c'était plutôt ça aussi ma question, c'est le rapport à la transe. Est-ce que vous avez du contenu là-dessus, de par l'histoire? Quand j'entends l'histoire, c'est vraiment un bon retour en arrière. Ouais. Bah, on peut prendre l'exemple, par exemple, du théâtre No. Le théâtre No, c'est le théâtre le plus ancien du Japon, qui est codifié le même code depuis des siècles et des siècles et des siècles, je sais pas, 600 ans, 700 ans. C'est un certain Zéami qui avait codifié tout ça. Et donc, c'est un théâtre qu'on appelle très métaphysique, avec des esprits, des revenants, justement, voilà. Et vous savez que c'est ces voix, là, tu vois, comme ça, voilà. Ouais. Et là, je pense que c'est une forme de transe collective. Et moi, j'ai assisté une fois à un spectacle comme ça, qui dure très longtemps, qui dure 3 heures. Vous comprenez pas grand-chose parce que faut avoir les codes, là aussi. Mais ça vous met dans un état modifié, hein, clairement. Hmm. Et on ne parle que des esprits, de la mort, des retours, le pont. Il y a un pont toujours sur la gauche qui correspond à deux espaces, le monde des vivants, le monde des morts. Il y a les musiciens. Et alors voilà, également la musique. Parce que dans le théâtre no, vous avez des musiciens. La musique est très hypnotique. Vous avez aussi l'exemple j'en parle, je crois, des tambours taiko. Vous savez, les gros tambours japonais, très gros tambours japonais. Donc là, c'est en dehors du théâtre. Et quand vous avez sur scène 6, 7, 8 joueurs de tambour qui se relient comme ça entre eux et qui tapent, c'est incroyable. Ça vous met dans un état de transe. Voilà. Donc Oui. la transe, elle est présente évidemment dans leurs arts, dans certains arts japonais. Euh, dans le deuxième chapitre, je parle du ma. Vous verrez, le ma, Ouais, M-A. ouais. Voilà, le ma, Je c'est l'avais posé en question. Je l'avais ah, préparé en question. Allez-y. voilà. Ouais. Le ma, ça correspond à ça, c'est comme on va en hypnose, c'est là aussi le grand point de rencontre entre l'art japonais et l'hypnose. Les ma, c'est un état de suspens. On n'est plus dans le temps Hmm. habituel dans l'espace, on est dans un espace-temps différent. Et toutes les formes d'art, et même les arts martiaux, parce que c'est aussi la distance entre les gens, incluent cette dimension du ma, du suspens, d'être dans un autre état, un autre espace-temps. Voilà.
Ça, c'est un des grands points de convergence entre l'hypnose et le Japon. Un entre-deux, Ah une non, forme de, ouais, une c'est ça forme qu'on de appelle, flow, c'est en quelque exactement ça. sorte. On appelle l'intervalle, l'interstice, l'entre-deux, exactement, c'est ça. Ouais, le Japon, enfin, on se rend compte de tout ce que vous êtes en train de partager là. Moi, je suis passionné par le Japon, la culture asiatique, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde, ça va plaire à beaucoup de monde, cette interview. Ouais, c'est intéressant de C'est, voir que, en fait, dans toutes les cultures, je pense qu'il y a ces états comme ça euh, modifiés. Peut-être le propre du Japon, c'est qu'ils l'ont complètement intégré dans leur vie et puis dans tous leurs arts. Et on parle du silence, ben, le ma, c'est aussi le silence entre les sons, c'est aussi le blanc sur un papier, bon, sur une peinture ou une calligraphie. Le blanc, c'est le ma, c'est le lieu où il n'y a rien, c'est le vide, en fait, où il y a tout. Et quand on pratique la calligraphie, comme j'ai la chance de le faire, notre professeur insiste sans arrêt pour qu'on respecte cette balance, comme il dit, entre le blanc et le noir. L'important, c'est pas de tracer un caractère, oui, mais c'est surtout, est-ce que ce caractère va mettre en valeur le blanc qui est autour ou qui est à l'intérieur des caractères. Et le blanc, bah, c'est le vide, c'est aussi là où il y a toutes les potentialités. Et, allez, disons que c'est l'inconscient humain, si on veut, voilà, c'est là où il y a tout le potentiel, le blanc, le silence et le vide. et toutes les possibilités, ce réservoir de ressources en quelque Et sorte. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça rejoint ce que je disais, que, en fait, dans l'art japonais, rien n'est ostentatoire comme ça, tout donne au contraire. Il faut aller vers ce niveau plus profond, comme on fait avec nos patients en hypnose. Tout est à l'intérieur, tous ces trésors et ces ressources inconscientes, elles sont là. Et à nous de les mettre en lumière, de les faire bouger. Euh, comment est perçu, alors vous en avez parlé vaguement, mais justement votre métier en tant que hypnothérapeute et même médecin au Japon, en sachant qu'ils sont beaucoup sur la prévention, etc. Comment? Question, parce que, alors, pour être sincère, au Japon, on a encore un certain respect. Quand vous avez un titre comme ça, vous êtes docteur, on s'incline. Vous savez, quand on parle à quelqu'un, on s'incline. Plus ou moins, vous inclinez plus ou moins selon le rapport d'âge et je dirais presque hiérarchique. Voilà. Donc, quand si on me présente quelque part et qu'on me dit docteur, alors, je vais avoir une courbette un peu plus importante. Je ne le cherche pas, mais c'est comme ça. Évidemment, très vite après, heureusement qu'on ne s'arrête pas à ça, et très vite, on ne se cache pas derrière son titre, heureusement. Mais c'est vrai que le fait d'être docteur en médecine me donne, notamment, tiens, les contacts que je vais avoir maintenant, ça va me faciliter les choses, ça je sais. Bon, c'est le bon côté du fait d'être médecin. Évidemment, il n'y a pas que ça, parce que le plus important, c'est le contenu et comment on va pouvoir échanger à un niveau profond. Hein. Mais voilà, donc il y a cette chose-là. Sinon, si on dit juste je fais de l'hypnose, ce qui peut très bien arriver, parce que j'ai des amis me présentent à d'autres, bah, Bruno qui fait de l'hypnose, hypnothérapeute, c'est neutre. Bah, c'est à la japonaise, souvent c'est neutre, donc un peu surpris parce que c'est pas un métier très courant. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est pas encore aussi développé qu'ici. Mais il y a une curiosité. C'est ça qui est très intéressant dans le Japon d'aujourd'hui, c'est que euh, il y a une très grande curiosité pour tous les courants thérapeutiques venant d'Occident en général. Voilà. Donc, ils vont poser des questions et bah, le ma m'a permis. Je parle du ma en fait. Je leur parle du ma, cet état d'entre-deux. Alors, le ma, tous les Japonais savent ce que c'est. Et je leur dis, ben voilà, en hypnose, moi, j'emmène les gens dans le ma aussi. Ah, déjà, ils commencent à connecter les choses. Et puis, vous savez, c'est un état créatif. Ah oui, il y a de l'énergie. Ah ouais, voilà, ok. Voilà. Et petit à petit, la dimension psychologique qui vient aussi. Donc, il faut parler un peu leur langage. Et le ma, cet intervalle japonais, ça parle leur langage. Et vient la question, ça se passe comment dans vos consultations?
Du coup, bah, après toutes ces expériences, ces rencontres, même cette première rencontre avec le Japon, vous rentrez chez vous en France, vous faites votre première séance, peut-être les suivantes. Qu'est-ce qui... Ah, faut que je me rappelle. C'est-à-dire que c'est bon, c'est une imprégnation qui s'est faite progressivement, hein. Premier voyage, c'était un peu l'électrochoc. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi je ressens ça? Les trans dont je vous parlais, à la fois très attiré par ce pays, mais en même temps, c'était inconfortable parce que le moi n'est pas le même. Vous êtes pas, vous fonctionnez pas avec le même moi au Japon. C'est pas mon moi habituel qui voyageait, etc. C'était pas le même moi, oui. Et j'ai aimé ça en même temps, cette espèce bah, comment dirais-je, oui, d'être décontenancé, de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce pays? Voilà. Après, j'y suis retourné. Évidemment, je commençais à avoir quelques codes, et puis petit à petit, vous avez quelques codes, et en même temps, vous avez beau avoir quelques codes, ça arrive très régulièrement d'être complètement décontenancé parce que le comportement des Japonais n'est pas tel que vous pouviez imaginer. Voilà. Il y a des belles surprises, puis il y a des moments inconfortable. Par exemple, pour trouver une adresse au Japon, c'est l'horreur parce qu'il n'y a pas de nom sur les rues. Les premières années, j'avais pas de GPS, enfin j'allais sans GPS, donc je pouvais tourner 1 heure autour du pâté de maison. Il y avait soi-disant un restaurant où je voulais aller, je ne le trouvais pas, parce que souvent les restaurants ils sont en altitude, ils sont dans des étages, parce que tout est très concentré au Japon. Alors maintenant j'y vais, voilà, j'ai Internet. Enfin bon, c'est des petits détails comme ça. On est un peu paumé parfois, même sur des choses pratiques comme ça. Oui, bon. Mais après, pour répondre à votre question directement, dans la pratique, je pense que, on parlait de Roustan au début, je pense que justement, je me suis mis à davantage, alors j'ai relu Roustan un peu en amont de la rédaction de mon livre, à un moment du Covid, là j'ai relu Roustan, et là, je l'ai lu peut-être avec une autre acuité, une autre perception, la présence, parce que notre présence au Japon, elle est différente. Il y a quelque chose dans la relation avec les gens, le silence, je sais pas, l'atmosphère, bon, particulière. Et je pense que c'est ça, c'est la présence, la présence avec les patients, parce que c'est pas de la technique. Ce que peut nous apporter le Japon, au mieux, c'est plutôt la présence, la relation, les corps, comment les corps communiquent. Ça, c'est très intéressant. On communique beaucoup par au Japon, on dit qu'on se sent par le ventre. Vous savez ce qu'on appelle le hara. Le hara des arts martiaux, qui est sous le nombril. On se parle de ventre à ventre au Japon. Et ben, c'est pas des paroles en l'air. Les Japonais, ils vous sentent comme ça. Et comme je sais ça maintenant, moi aussi, quand je suis au Japon, ben je communique de ventre à ventre. Et puis du coup, je l'ai fait aussi avec mes patients. Et le hara, c'est très important parce que c'est là où on se concentre dans la méditation zazen. On se met dans ce centre d'énergie qui est un des centres d'énergie du corps, le centre racine. Et ça aide énormément dans mes consultations, dans mes séances. Notamment, si je sens que je suis trop dans ma tête, si jamais les pensées reprennent trop le dessus, je me mets dans le hara et je ne fais plus rien. Et quelque chose se passe toujours. C'est incroyable. Une parole se débloque, ou la personne va faire un geste, ou il y a quelque chose qui se passe dans la communication entre la personne et moi. Et donc, j'hésite pas, et ça, c'est un conseil que je peux donner à tous les praticiens, c'est de se mettre dans ce centre d'énergie qui est au cœur de tous les arts martiaux japonais. Quand vous faites de l'aïkido, vous faites n'importe quoi, on se met toujours dans ce centre-là, et en méditation aussi, et quelque chose se passe, se débloque, et ça, c'est vraiment euh, cette vérité-là, cette pertinence-là d'être de ventre à ventre avec la personne qui est en face de vous. Donc, du coup, on n'est pas dans la tête, on n'est plus du tout dans le mental. On est dans le corps et on est dans un niveau vraiment profond de communication. C'est une connexion. Ça me fait penser un peu, vous pensez que c'est une forme de ce qu'on peut appeler la transe du thérapeute? Ah oui, oui, ça me va. Ouais, Mhm. ouais. Ah oui, moi je pense qu'on est en transe partagée moi, avec le patient. Enfin, moi je dis patient ou client. Bah oui, moi je pense qu'on est en transe. Si on s'est pas un peu embarqué soi-même dans un état de transe partagée, bah, à mon avis, il y a pas de, on n'est pas dans une position juste. On doit rester, bien sûr, en tant que thérapeute, et voilà, on est là à sa place.
mais en même temps, on est engagé dans quelque chose. On s'engage dans quelque chose. On ne reste pas à l'extérieur. À l'intérieur, comme une danse, finalement. Voilà, c'est ça, une danse, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur les pratiques. Je disais tout à l'heure que pour entrer dans le monde japonais de la meilleure façon possible, c'est de pratiquer, notamment les arts martiaux, qui sont remarquables. La calligraphie, parfois, ma professeure nous dit ça, c'est comme une danse. Elle-même a pratiqué la danse, elle nous parle du tai chi aussi, du qigong. On est corps-esprit. De toute façon, au Japon, on est corps-esprit. Et quand vous êtes corps-esprit, vous êtes dans cette relation à l'intérieur de vous et vous êtes dans la relation avec la personne en face de vous. Donc tout ça, c'est du relationnel. On est dans un monde de relations, ce que j'appelle les fils de soie, vous verrez dans le premier chapitre. On est toujours dans ce tissu relationnel, l'image des fils de soie qui sont à la fois très fins et très, très solides. Hmm. Ça me fait penser à la technique, on va y revenir si vous voulez bien, parce que je sais que Ouais, certains des auditeurs, ouais, enfin, des ouais. spectateurs, ils aiment bien savoir. Alors bien sûr, chaque séance est différente, enfin chacun a sa façon de faire aussi, mais ils aiment bien. Mais là, ça me fait rebondir sur une question sur ce que vous dites, le rapport au corps et à l'esprit. Bon, j'ai reçu sur ma chaîne plusieurs médecins, j'en côtoie aussi dans la vie personnelle. Et c'est vrai que souvent, ce qui revient, c'est que justement, on n'a pas cette connexion, on l'a perdue, en tout cas en Occident, particulièrement en France, que ce soit dans l'institution, dans les études de médecine, etc. Ça commence à changer. Est-ce que c'est quelque chose que maintenant, avec votre recul, vous vous rendez compte, bon, vous aviez fait aussi la médecine chinoise, donc vous aviez aussi déjà un rapport différent, Oui. je suppose. Moi, j'ai pratiqué toute ma vie, que ce soit donc la Ouais. médecine Mm. chinoise et l'homéopathie. On est corps-esprit parce que moi, je pratiquais l'homéopathie qu'on appelle uniciste. Je cherchais le remède clé avec les signes mentaux et les signes physiques. Voilà. D'où le temps, ça prenait du temps pour trouver, mais on cherche une espèce d'unité, de remède unitaire qui redonne justement de la cohérence et de l'unité à la personne. Euh, et c'est pour ça que passer à l'hypnose, où on parle d'unité corps-esprit, et en Asie évidemment, toutes les médecines orientales, c'est ça, hein. C'est l'énergie, la circulation d'énergie, les relations et corps-esprit. Donc, voilà, c'est important dans la séance d'hypnose d'être complètement concentré. Je travaille beaucoup avec le corps, hein. Si on parle technique, Ouais, moi je travaille beaucoup avec le corps. Pratiquement chaque séance, je travaille avec le corps, le corps, le avec le corps. corps. Ah ouais. Ouais, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, il n'y a pas eu, pour vous en tout cas, de dualité par rapport à votre cursus Ah non, sur le rapport au corps et à l'esprit, vous ah les non, avez jamais ah non. dissociés l'un ou l'autre, comme beaucoup le font, mais ce n'est pas Alors, leur faute parce que c'est l'enseignement, c'est quand j'étais étudiant en médecine, il y a un certain temps, on n'avait pas encore autant de connaissances sur toutes ces thérapies psychocorporelles. Et j'ai même connu l'époque où, quand on parle de psychosomatique, on vous regardait de travers, quoi. C'est quoi ce truc, les relations corps-esprit, enfin bon. Et oui, on vient de là quand même, hein. Et puis heureusement, il y a eu l'arrivée, ben voilà, médecine chinoise, et toutes les thérapies psychocorporelles, et puis années 80, 90, 2000, etc. Tout ça, ça a fait beaucoup bouger les choses. Mais il fut un temps où, quand vous parliez de dire, vous savez, le corps et l'esprit, ils ont des relations entre eux, on vous regardait comme un hurluberlu, quoi. Et maintenant, c'est la personne qui dirait le contraire qui sera regardée comme ne connaissant rien. D'autant plus que la science, les neurosciences, etc., n'arrêtent pas maintenant de nous dire il y a tout ce qui vient du cerveau vers le corps, top-down, et tout ce qui est bottom-up, ce qui vient du corps vers le cerveau. Donc, on sait que maintenant, c'est une interaction permanente entre le corps et l'esprit, le corps et l'esprit, le corps et l'esprit. Donc, plus personne ne peut nier ça. C'est des données neuroscientifiques. On sait très sur bien le que terrain. oui, oui. Sur le terrain, vous pensez que ça évolue quand même? Sur le terrain. Sur le terrain médical, par exemple, ce que vous pensez que Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une c'est, perception du monde médical qui vient de. Voilà, voilà. Mettons, je pense qu'en fac de médecine actuellement, c'est assez terrible parce qu'on les formate tellement comme ça Hmm. que parler des relations corps-esprit, ça, ils le feront. Enfin, les jeunes médecins le feront leur chemin eux-mêmes, je pense. Parce que la société,
La société, il y a tellement de possibilités, tellement d'offres maintenant, Mhm. d'approches de toutes sortes psychocorporelles, mais les jeunes médecins qu'on formate au maximum maintenant ne sont pas formés à la fac comme ça. En même temps, ils frappent à toutes les portes qu'ils veulent, d'hypnose ou autre. Là où je me suis formé à la Pitié-Salpêtrière, ils ont des places disponibles pour les étudiants en médecine qui veulent venir Mhm. voir ce que c'est que l'hypnose. Ouais. Donc, Ça évolue, ça je suis dans change. la fac de la Pitié-Salpêtrière, boulevard de l'hôpital, c'est facile, vous êtes Mhm. étudiant et puis vous allez voir ce qu'on fait en formation d'hypnose. Voilà. Moi-même, je forme des médecins hospitaliers, enfin, il y a beaucoup de formations dans les hôpitaux, vous savez. Donc, oui, je pense que une fois que la personne travaille, le médecin travaille. Là, dans les gens que j'ai formés, il y avait des anesthésistes qui mettent en place des techniques d'hypnose, relaxation avant les interventions chirurgicales. Bon, c'est remarquable, c'est formidable. Parce qu'une fois que vous êtes dans la galère de l'hôpital et vous bossez, etc., vous avez bien besoin de trouver des techniques et des choses qui vous font du bien. À vous, en tant que praticien, et à vos patients. Donc, je pense que les mentalités bougent aussi une fois que les gens travaillent et ont besoin de se faire aider eux-mêmes aussi, hein. Ouais. Mhm. Ouais, ça change. Je pense que c'est le public aussi qui amène ce Tout à changement. fait. Tout Ouais, à fait. c'est la Mais société aussi qui. ça a toujours été le cas, Mhm. toujours été le cas, je l'ai toujours dit, c'est le public qui fait bouger. On l'a vu Les- pour, je sais pas, l'ostéopathie, la Mhm. naturopathie, etc. C'est la base, disons, le public qui va Qui vers ça. amène. Ouais, Ouais, bien sûr. ouais, ouais. Et tant mieux. Ça prend un peu de temps. Euh, oui, du coup, pour techniquement, ça ressemble à quoi une consultation chez vous, première consultation? Alors, bon, forcément, il y a un temps d'échange. Je fais toujours attention à ce que le temps d'échange n'embolisse pas, parce que forcément, quand on parle, et puis bon, les gens ont tous beaucoup de choses à dire. Alors, à moins qu'il y ait vraiment, il y a des situations forcément qui nécessitent d'être vraiment complètement dans l'écoute, et on n'en a pas le temps parfois de faire un temps d'hypnose, mais j'essaye vraiment à 90% du temps, qu'il y ait au moins dès la première séance, qu'ils aillent au moins goûter ce qu'est l'hypnose. Voilà. Et après, les autres séances, il y a un temps d'échange voilà, normal, mais essentiellement, pour moi, tout se passe pendant la transe, pendant l'hypnose, beaucoup plus que pendant les temps d'échange. Et je le dis, je l'écris, voilà, je le dis à tout le monde, donc bien sûr, je l'applique. C'est vraiment l'état hypnotique pour moi qui est transformateur. Et les paroles, ça sert bien sûr à consolider, à installer, à consolider la relation, qui est si importante avec le thérapeute. C'est un peu comme un écrin, finalement, la parole. Mais ce qui se passe, c'est ce qu'il y a dans l'écrin, dans l'état hypnotique. C'est vraiment là que ça se passe. La personne avec voilà, son monde intérieur et avec son inconscient. Donc, savoir doser les temps de parole et les temps d'hypnose. Après, je travaille beaucoup avec le corps, beaucoup, beaucoup, la présence du corps, de différentes façons, bien sûr. Euh, je fais beaucoup de saupoudrage dans la première partie, j'aime beaucoup saupoudrer, voilà. Puisque bon, le monde, on a dit japonais, c'est très dans la suggestion, c'est un langage très suggestif. Bon, donc je saupoudre beaucoup, je fais beaucoup de suggestions dans la première partie. Quand les gens sortent de l'hypnose, je les laisse toujours libres de dire ou de pas dire. Il y a des gens qui aiment raconter, des gens qui veulent rien dire, ça me va. Moi, tout me va. Tout me va, je leur dis, moi, tout me va. Vous pouvez très bien ne rien me dire, comme vous pouvez me faire part, me faire un échange sur ce qui s'est passé, voilà. Et puis, il y a des techniques, comme j'ai tout mon chapitre cas clinique, 40 pages de cas clinique à la fin, où j'expose ces différentes techniques. Et il y avait un médecin, j'étais formé par plein de gens, moi j'étais dans plein de séminaires, etc. Il y a Alain Vallée, le docteur Alain Vallée, qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps, un an je crois, un an ou deux. Et dans un séminaire, j'avais capté ça, qui me plaît bien. De temps en temps, quand il sent que c'est nécessaire, il dit juste, et là, c'est comment maintenant pour vous à l'intérieur? Toujours la même phrase. Et là, maintenant, très lentement, c'est comment pour vous maintenant à l'intérieur? Voilà. Et évidemment, ça suppose que la personne parle un petit peu, si elle peut parler, maintenant elle peut.
Bon, comme vous savez, ça se fait sortir un peu de transe, mais après, la personne, elle y retourne et ça crée encore plus un approfondissement, le fameux fractionnement. Voilà, donc, je ne le fais pas à tout bout de champ, je le fais de temps en temps avec certaines personnes où moi, je sens que j'écoute mon intuition, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que je leur demande ça? Alors, c'est là aussi, parfois, je me mets dans le hara, comme je disais, pour savoir si c'est ma tête qui pense trop ou si c'est juste de dire cette petite phrase qui me permet aussi de m'adapter, d'ajuster après mes propos, ma guidance, disons, de la séance. Donc, il y a des séances où la personne ne dit rien. La plupart du temps, c'est quand même ça. D'autres séances, il y a de l'interaction, le signaling aussi. Enfin, voilà. J'ai en fait plusieurs types de séances, c'est pas unique. Euh, Mhm. il y a pas mal de silence, hein, quand même, globalement, il y a pas mal de silence. Et puis l'importance de la présence, évidemment. Donc, c'est une présence intense. Ça, c'est ça qui est important. Voilà. Vous parliez du corps, le corps, vous allez faire des séances debout, plutôt assis, Alors, couché, allongé. je travaille dans un cabinet à Paris où on peut, bon, on est assis, mais il y a une table aussi, on peut s'allonger. Et D'accord. là aussi, j'invite la personne à choisir sa place. Parfois, je lui dis on peut faire debout aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup qui restent debout, mais Mhm. c'est plus assis, mais un certain nombre préfèrent allonger. Et parfois, on change. Et c'est intéressant. Mais je sais pas parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Euh, voilà. Après, on voit ce que ça donne. Parce que Bien sûr. il y a des trans qui, mettons allongé, ça va être un peu de la relaxation, mais parfois, limite, je sais pas où ils sont partis, là, donc ça va Mhm. pas. Quand on est en face à face comme ça, moi, j'ai l'impression de pouvoir guider quand même, parce que je vois mieux la personne. Mais si la personne veut s'allonger, je dis OK. Je dis OK, de toute façon, toujours, hein, c'est le principe même. Voilà. Bien sûr. S'adapter au rythme de la On personne. voit, on expérimente. Ouais. On expérimente. On va en venir au cœur de cette interview aussi, de votre livre. Ah oui. On en a parlé à Oui. plusieurs reprises. Donc je le mets là, hop, c'est pas celui-ci, s'il veut bien. Euh, Hop, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment est né ce livre? À quel moment? Alors, donc, il naît à peu près au moment du confinement où bah, je relis Roustan, qui m'a toujours beaucoup inspiré. Je ne peux plus aller au Japon parce que le Japon est fermé, il est resté bien fermé pendant plusieurs années. Et donc, bah, comme je vous disais, suite à ces perceptions que j'ai eues, de ces résonances, similitudes au niveau du langage, au niveau de la relation corps-esprit, évidemment, euh, euh, de l'art, beaucoup, je parle de beaucoup de formes d'art, des arts martiaux, voilà. Donc, petit à petit, vous savez, c'est comme un petit peu un puzzle. Petit à petit, j'ai construit quelque chose. J'ai construit cet ensemble. Euh, et puis ensuite, j'ai ajouté un chapitre sur les cas cliniques, parce que je trouve c'est important quand même d'avoir toujours parlé de telle ou telle personne, avec des commentaires ensuite. Donc, il y a à peu près une vingtaine de cas, certains courts, d'autres plus développés. C'est mon objectif, c'est de faire mieux connaître ce monde japonais. Bon, il y a beaucoup d'informations sur le Japon, la culture japonaise, les arts, l'histoire, voilà, la culture en général. Bien sûr, la culture, ça concerne tout. Et puis, comment l'Asie, cette grande partie du monde quand même, hein, ce monde asiatique qui nous a tellement apporté avec la médecine chinoise, le Qigong, le Tai Chi, peut nous apporter aussi dans le monde de l'hypnose. Alors, il y avait eu déjà des travaux de fait avec le Zen et hypnose, et là, c'est un élargissement, puisque je parle bien sûr du Zen dans mon septième chapitre, et en même temps, je parle d'autres éléments japonais, le corps, oui, donc le silence, le langage,
la spiritualité, voilà. Mhm. Donc, l'idée, c'est d'inspirer les lecteurs pour qu'ils intègrent petit à petit. Parce qu'en fait, en hypnose, on va butiner comme ça, on va tous écouter telle personne, lire tel livre, et on se crée notre propre euh, miel, finalement. On va Mhm. butiner comme une abeille. Donc là, j'ai l'impression que mon souhait, c'est d'apporter cette note japonaise pour cette grande civilisation, hein, pour que ça nourrisse aussi les thérapeutes et que ça enrichisse leur pratique, finalement, c'est ça, hein. Un regard nouveau, en quelque sorte. À nouveau, alors, comme on le fait aussi en hypnose, bon, j'aime beaucoup la poésie, donc j'ai aussi un discours assez poétique, vous verrez quand vous le lirez, très métaphorique, parce que c'est le monde de l'hypnose. Et alors, mon grand bonheur, c'est quand les personnes me disent, bah, tu sais, ça m'a mis, ou vous savez, ça m'a mis dans un état d'hypnose, ou de méditation. J'ai régulièrement des témoignages comme ça de personnes qui m'ont dit, mais c'est comme si j'avais fait une séance d'hypnose avec voilà, la façon que vous avez de traiter de tel ou tel sujet. Parce que on est tellement, comme je le dis tout à l'heure, on est tellement, quand on pratique l'hypnose, on est tellement imprégné par ce qu'on fait. Je ne sais même pas si on peut dire qu'on fait de l'hypnose. En fait, on pratique l'hypnose et ça devient presque un mode de vie, finalement, un mode de vie. Moi, j'ai cette impression-là. Ça devient un mode de vie. Alors oui, quand on est avec une personne, un patient, on est dans une relation thérapeutique, mais dans la vie en général, on est souvent dans des états comme ça, de type hypnotique, hein, Mhm. voilà. Et, et la poésie, ça nous met un peu dans cet état-là, l'art en général. Donc j'ai aussi voulu donner une dimension artistique à mon livre, poétique, pour que ça emmène le lecteur un peu dans cet état modifié. Hypnotique, oui. C'est une rencontre avant tout, hein, l'hypnose, c'est Voilà, vrai c'est que... ça. Voilà. Et le sous-titre, c'est Mhm. Rencontre en résonance, rencontre entre le monde de l'hypnose et le monde japonais, mais aussi les résonances que chaque lecteur ou lectrice peut ressentir. Il y a beaucoup de calligraphie, il y a beaucoup d'images de calligraphie, je crois 25 calligraphies qui représentent donc ces fameux caractères japonais qui servent de pont pour expliquer les liens. Et en même temps, c'est des pleines pages. Donc il y a beaucoup d'illustrations qui en elles-mêmes, j'ai eu certains témoignages, les gens m'ont dit, oh là, quand j'ai vu là, tel ou tel signe, hop, j'ai senti ça comme on fait avec un tableau, qu'on peut avoir avec un tableau. Mhm. Ce sont des caractères qui ont une puissance d'évocation très importante, hein. Un côté symbolique, en quelque Symbolique. sorte. Symbolique. Symbolique. Je vais vous montrer le mât, parce que Ouais, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas, ils sont tous, voilà. Le mât, d'accord, ah c'est oui, en effectivement. fait deux portes symboliquement avec le soleil qui filtre à l'intérieur. C'est deux portes qui s'ouvrent et qui laissent passer les rayons du soleil. Voilà. Donc, et c'est tout ce symbole de l'espace-temps, puisque le mât, il rentre dans les deux mots de l'espace et du temps en japonais. Donc, c'est l'espace-temps qui s'ouvre et qui laisse apparaître des rayons du soleil. Voilà. Comment il a été accueilli, votre livre, dans la communauté? Est-ce que vous avez commencé à avoir des retours de vos confrères, consoeurs? Voilà, donc avec beaucoup d'intérêt en général. Et comme toute chose nouvelle, ça prend du temps aussi. Parce que Mhm. j'ai volontairement mis le mot hypno-Japon. J'aurais pu trouver un autre titre, mais je me suis dit, bon, ce livre, c'est quoi? C'est 50% hypnose, 50% Japon. Ben, on met hypnose Japon et puis point, hein, pas la peine avec le petit sous-titre Rencontre en résonance. Et donc, évidemment, je pense que il y a cet effet un peu de surprise. Tiens, c'est quoi ça? Hypnose Japon, voilà. Euh, et puis ben voilà, soit on pousse la porte, on rentre dedans, Mhm. on rentre dans la lecture, soit on attend un autre moment. Mais je pense que je voulais tout de suite afficher les choses. Voilà, ça parle de Oui, ça... hypnose Japon 50-50. J'ai vraiment équilibré les deux. Et puis tous les liens. Et ce que j'ai reçois comme information, comme retour unanimement, c'est que bah, j'ai réussi à tisser tous ces liens et j'ai de très beaux témoignages,
beaucoup de professionnels. Oui, c'est incroyable tous les liens que tu as trouvés, que vous avez trouvés entre ces deux univers qu'on ne suspectait pas. Voilà. Et c'est bien sûr l'objet du livre. C'est pas seulement de parler du Japon ou de l'hypnose, c'est de montrer qu'il y a tous ces ponts, euh, et de façon aussi parfois présentée, oui, avec poésie, mais aussi dans les cas cliniques. C'est pour ça que je voulais Mhm. les cas cliniques. Dans Et les... chez ce patient-là, on voit tel pont qui se construit. Justement, vous auriez un cas clinique, alors dans les grandes lignes, mais peut-être même des spécialités que vous accompagnez, ce que je vous ai pas demandé, mais par rapport à vos demandes, est-ce que vous avez des- et peut-être à Alors, nous partager, peut-être une séance, en quelque sorte. euh, oui. Alors moi, je travaille surtout plus dans tout ce qui est psychologique, hein, même si je peux traiter des douleurs et autres, D'accord. puisque j'ai même fait un DU pour ça, mais euh, mon orientation est quand même plus vers la psychologie et troubles du comportement, enfin, troubles anxio-dépressifs, phobie, beaucoup, phobie, puis beaucoup aussi de personnes qui en fait sont dans un mal-être existentiel et qui ne sont pas connectées à elles-mêmes, ni à leur corps, ni à leur tête. Et c'est là où je trouve qu'il y a une très grande puissance de l'hypnose, c'est de pouvoir les aider à lâcher complètement leurs pensées habituelles, leur marasme, malheureusement, et de les aider à se libérer de ça en allant à l'intérieur d'elles-mêmes, se connecter à ce niveau profond. Pour moi, l'hypnose, c'est quand même ça, c'est qu'on a ce réservoir de ressources qu'il faut juste mettre en mouvement. Tout est là. Et, 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 euh, et voilà, donc je travaille quand même beaucoup sur le domaine psychologique dans cette partie-là, de se reconnecter à ce que l'on est vraiment. Voilà. Alors après, des cas cliniques, c'est un petit peu long, sinon peut-être d'expliquer les cas cliniques, Oui, parce que c'est j'imagine, ouais, plusieurs pages chacun. Euh, et ça peut être des symboles. Je travaille aussi sur des rêves, par exemple des rêves, des symboles. Euh, et toujours beaucoup de recadrage aussi, aider les gens à revoir différemment les choses. Beaucoup d'humour aussi. Moi, j'aime beaucoup, je me sers beaucoup de l'humour aussi. Je pense que ça aide beaucoup de dédramatiser, de leur faire toujours voir les choses avec un regard un peu décalé, comme ça, différent. c'est vrai que c'est important. L'humour, une certaine forme de légèreté. C'est- On rit. Enfin, moi, je veux dire que dans toutes mes pratiques que j'ai eues, c'est avec l'hypnose que j'ai le plus ri avec mes patients. Mais c'est des rires qui ont du sens. En même temps, on rit, en même temps, pendant ce temps-là, ça débloque quelque chose. Ça, d'un seul coup, les gens se rendent compte que, ah oui, tiens, voilà, ça peut être vu comme ça. Et, et ça, c'est vraiment intéressant quand vous percevez vraiment dans le regard, dans le visage en général, la réaction de la personne, ça y est, elle est en train de capter quelque chose. Elle est en train de, on voit que ça bouge dans sa tête, comme ça tourne, ça change. Sortir d'une certaine boucle, en quelque sorte. C'est Enfin, ça, pour certains, en tout cas. ça, c'est ça. Mhm. Ouais. Mhm. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes hypnothérapeutes ou médecins qui s'intéressent à l'hypnose? Mmh. Bah, pour moi, l'hypnose, ça se conjugue avec l'ouverture d'esprit. Voilà. Et donc, il y a une offre comme ça, et c'est très vaste, l'hypnose. Ça intéresse des philosophes, ça intéresse bien sûr des médecins, des chercheurs scientifiques, des psys. Voilà. Donc, on est dans un monde un peu comme un carrefour, comme ça, c'est un peu comme un carrefour l'hypnose. Et donc, il ne faut pas se perdre en route, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses et beaucoup de pistes de formation. Et forcément, parmi cette offre-là de lecture, les jeunes vont aller là où ils sentent que ça leur parle. Évidemment, alors le conseil de base, c'est de vivre soi-même les séances d'hypnose. Euh, je pense que c'est vraiment une pratique, comme souvent tout ce qui est accompagnement, mais c'est d'être passé déjà soi-même par l'état d'hypnose, pas seulement une fois. D'autant plus que le fait d'être en hypnose éveille l'intuition, éveille cette capacité à sentir ce qui est bon pour soi, ou
là où on sent qu'il y a un chemin qui se dessine. Moi, je leur parlais comme ça, c'est de vivre des séances d'hypnose, d'être dans un esprit ouvert et puis de regarder comme on fait, on regarde les bouquins, les formations proposées partout et puis voilà, d'y aller avec une certaine curiosité et de pratiquer le plus vite possible. Je pense que c'est aussi une bonne chose de ne pas attendre trop quand on sent on est prêt à se lancer. Euh, Commencer soi-même à aider d'autres personnes parce que c'est un apprentissage. De toute façon, on est en apprentissage toute sa vie. Hein, toute sa vie. Moi, je considère que je suis en apprentissage autant que j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans. Hein, donc, on est constamment dans un apprentissage pour la vie. Voilà. Donc, c'est un peu comme le vélo. Voilà, il faut se mettre en selle et puis on avance comme ça. On y va. On se jette à l'eau. On se jette à l'eau. Voilà. Beaucoup de sagesse dans ces conseils, c'est bien. Hum, On va arriver sur la fin. Bon, c'est passionnant, hein. On pourrait vous écouter pendant des heures. En tout cas, pour ceux qui aiment ce thème, donc l'hypnose et le Japon. Le Japon, c'est quand même un pays qui attire énormément, encore plus ces dernières années, mais d'occidentaux. C'est certainement peut-être l'un des pays les plus différents de beaucoup de pays dans le monde, certainement dans leur façon de vivre aussi, peut-être avec l'Inde, mais je pense que ça fait partie des pays où il peut y avoir des chocs culturels très grands. Donc, c'est vrai, d'écrire sur ce thème, bah, c'est super. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose, que je vous ai pas posée? Euh, Peut-être sur parler de d'Inde à l'instant, peut-être les liens entre l'Inde et le Japon, pourquoi pas. Et alors, en fait, je dis ça parce que pour moi, il n'y avait pas de lien au départ. J'avais été en Inde. Évidemment, quand vous allez en Inde et que vous allez au Japon, vous avez l'impression que vous êtes dans deux univers différents. Et bah, l'Inde, ça a inspiré beaucoup toute l'Asie, bien sûr, c'est une très vieille civilisation. Et c'est assez curieux quand on creuse dans la connaissance du monde japonais qu'en fait, il y a plein d'aspects indiens, y compris dans la façon dont la langue a été construite. Bon. La langue japonaise actuelle a été construite en partie selon le sanskrit. Le sanskrit. Voilà. Bon, après, il faut rentrer dans des études très approfondies pour qu'on voit plus loin les choses. On n'a pas le temps de le faire là, mais c'est dire que puis on s'aperçoit, bien sûr, dans la religion, puisque le bouddhisme a une racine, bien sûr, indienne, puis chinoise. Par exemple, le zen, ça s'appelait le Chan en Chine, et initialement, ça s'appelait Dhyana en Inde. Donc, Dhyana, Chan et Zen. Donc, le Zen a des lointaines racines indiennes. Voilà, donc ça montre cette cohérence aussi de toute cette partie du monde qui est très influencée par le bouddhisme, bien sûr. Et voilà, c'est intéressant de sortir derrière une grande culture comme le Japon, qui a aussi, il y a la Chine qui est hyper présente, alors ça c'est une évidence, mais il y a aussi l'Inde. Donc ces trois grands pays en fait de l'Asie, Inde, Chine, Japon, ont beaucoup d'interactions, beaucoup de liens entre eux. Et pour nos pratiques, c'est intéressant aussi parce que finalement, ce sont des, des, des pays inspirants, je pense, pour nos pays occidentaux. On parlait de la relation corps-esprit. Bon, là-bas, c'est une évidence. C'est arrivé après chez nous, tant mieux, mais voilà, il faut continuer à exploiter et à travailler dans toutes ces thérapies psychocorporelles et toutes ces thérapies comme l'hypnose qui ne mettent pas l'esprit et le corps dans des régions séparées. C'est un travail global qui se fait. En fait, c'est le principe de globalité, de holistique. C'est une vision beaucoup plus holistique de la santé. Et ça, au Japon, c'est très, très. Dans le Japon d'aujourd'hui, c'est très présent. Vous dites holistique, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ouais, ouais. Ouais, on y vient tranquillement. Voilà. Et la relation avec le sacré, je vous disais tout à l'heure, avec l'invisible, est omniprésente. Ils n'ont même pas besoin parfois de dire, parler de la vie spirituelle, etc. Pour eux, c'est tellement une évidence, ça fait partie de d'eux, quoi. La relation aux gens, aux personnes disparues,
au Dieu de la nature. C'est ça la spiritualité pour nous, mais pour eux, c'est leur mode de vie, hein, c'est leur vie de base, naturelle. Mais pour l'Inde, je vous enverrai à l'occasion, là je dois en avoir Oui, sur mon disque dur quelques écrits, je me suis pas mal intéressé à l'Inde sur l'hypnose. d'accord. J'ai des livres aussi dans ma bibliothèque que j'avais traduits. Quand je reviendrai chez moi, je vous en Ah ferai oui, pas. oui, C'est vrai que j'avais fait une vidéo là dernièrement, bon vraiment petite oui. vidéo sur l'Inde, mais l'Inde, oui, dans le nord de l'Inde, etc. Elle est encore bien présente l'hypnose en ce moment, même en médecine plutôt D'accord. conventionnelle. Oui, oui, Il y a oui. toute une histoire là-dessus. Si je raconte pas de bêtises, je crois que la dernière fois j'en avais parlé avec Brice Lemaire. Et il m'a dit D'accord, qu'il allait continuer, peut-être dans son tome 2 à d'accord. refaire sur l'histoire de l'hypnose, tout ça, à refaire des recherches Ça, aussi sur. c'est très important que, Ouais, pour moi, l'humanité, elle est une, hein. Donc, si vous voulez, c'est important que dans des régions différentes du monde, ouais, l'hypnose, elle a ses spécificités, mais voilà, vient largement le moment du partage, y compris à eh ce oui. niveau-là. Ouais. C'est pour ça que c'est important, même si c'est pas toujours évident, mais d'écrire des ouvrages, de faire des vidéos comme aujourd'hui, Oui. ça laisse aussi Je serais des très heureux témoignages. d'apprendre, d'avoir vos éléments sur l'Inde, parce que Ouais. l'Inde m'a beaucoup marqué. C'est un pays très. Vous êtes allé en Inde vous-même, hein? Non, 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 pas non, encore. non, 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 Voilà, c'est c'est sur un la pays liste. à découvrir, un pays où la vie, elle est là, les couleurs, la beauté des saris des femmes. C'est un pays où vous sentez une vibration incroyable. Mhm. C'est un pays puissant, très puissant. C'est sur la liste. Très bien. Justement, vos futurs projets, un deuxième livre, des conférences peut-être Alors là, sur ces thèmes? je vais creuser, donc, comme je vous disais, les contacts maintenant avec des professionnels de l'hypnose, de la psychothérapie aussi, parce que c'est très intéressant. J'ai réussi, par des intermédiaires, à petit à cheminer. J'ai des contacts avec des universitaires et également dans le domaine de la philosophie. Donc, vous verrez, je parle de deux philosophes, Nishida Kitaro et Watsuji Tetsuro, deux parmi de nombreux philosophes du XXe siècle. Et dans leurs œuvres, il y a vraiment des mines remarquables à exploiter pour l'hypnose. Donc, j'ai écrit un article pour une université japonaise qui va paraître en juillet, où je fais des ponts entre le travail de Nishida et l'hypnose, et Roustan, d'ailleurs, c'est un peu. Voilà. Donc, je pourrais vous l'envoyer, vous l'envoyer Envoyé. une fois que ça sera Ouais. publié dans le bulletin universitaire, bien sûr, avec plaisir. Et je pense que je sens qu'il y a un chemin là, un chemin qui va permettre aussi de relier davantage l'Occident et l'Orient pour la thérapie, en regardant un peu ce qui se passe au niveau des philosophes, Mhm. euh, parce que Nishida était très influencé par la philosophie occidentale, notamment la phénoménologie, Bergson, etc. Et ben, on a aussi des bons auteurs en France qui font le pont entre la phénoménologie et l'hypnose. Voilà, donc je pense que par la phénoménologie, par la philosophie en général, on va pouvoir enrichir ce dialogue Orient-Occident. Voilà. Je pense, donc je vais dans cette direction-là, et avec la chance maintenant d'avoir des contacts sur le terrain avec des gens qui sont soit des Occidentaux qui vivent sur place, qui parlent japonais, qui travaillent ou enseignent, soit par des Japonais directement. Voilà. Ouais, donc c'est des beaux projets. Peut-être aussi, grâce à ce genre d'interview, par expérience, je sais, peut-être ça va vous amener aussi des contacts, en Avec sachant que plaisir. maintenant il y a de plus en plus la traduction automatique sur YouTube. Ah, Ça veut dire que, allez, d'ici, si tout va bien, d'ici un an, moi là, je commence à regarder des vidéos qui sont traduites automatiquement avec la voix. Bon, c'est pas encore ça, mais ça va se développer très vite. C'est ouais, leur objectif à YouTube, hein. Ça sera les seuls au monde et ben, ils sont tellement puissants que ça veut dire que demain, c'est vraiment le cas de le dire, demain, très rapidement, on va pouvoir s'ouvrir, par exemple, à des pays tels que la Russie, en termes de psychologie, tout ça, qui ce sont des pays passionnants, très ouais, fermés, mais passionnants. Enfin, tout ce qui est disponible, on va pouvoir l'avoir en traduction instantanée avec la voix de la personne. C'est ouais, l'avantage, on va dire, de parfois de l'intelligence artificielle. oui, j'ai vu Donc, un extrait récemment, oui, un acteur américain qui parlait en français, effectivement. donc Euh,
Oui, oui, ben voilà, en fait, c'est le côté recherche qui est passionnant, c'est le côté recherche qui permet d'être appliqué. Moi, je crois que j'ai une tête un peu de chercheur, mais toujours avec l'application. Moi, Ah oui. je suis un praticien, donc les recherches, oui, mais pas pour que ça reste des recherches comme ça, mais que ça puisse s'appliquer après au cabinet, en pratique, quoi, bien sûr. Bah, justement, je mets votre site internet si les personnes souhaitent Alors, vous contacter, si c'est bien celui-ci qui s'affiche. oui, alors, ouais, ça Hop, c'est mon non. cabinet, mais c'est Alors, j'ai pas la bonne adresse. un cabinet de groupe. Vous pouvez mettre mon email à ce moment-là. D'accord, je le mettrai. Bon, de toute façon, Alors, les c'est personnes vous retrouvent direct. facilement. Ça, c'est un cabinet de groupe. Il y a beaucoup de thérapie psychocorporelle. C'est très bien, très bien. D'accord. Paris 15e. Mais pour s'adresser à moi directement, le plus simple, c'est de m'envoyer un mail. D'accord. Voilà. Très bien. Ben, je vous remercie pour ce moment. Merci Puis au beaucoup, Marc. plaisir de se revoir avec Ouais, d'autres ouais. éléments, Voilà. d'autres Poursuivre nos lectures, échanges. ouais, poursuivre nos échanges. Merci Voilà. à vous et puis à Merci. bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.